Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue encore une fois au podcast Quand la sexualité blesse. L'épisode d'aujourd'hui va aborder l'exploitation sexuelle et la prostitution. J'ai deux invités qui vont être avec moi, qui vont m'aider en fait à aborder ce sujet-là et à démystifier peut-être plusieurs trucs qui entourent toute cette industrie-là. Je vais les laisser se présenter là, au début du podcast, mais dans le fond, la discussion va vraiment avoir comme objectif de déconstruire certains mythes et aussi de mettre en lumière la réalité des femmes qui sont dans cette industrie-là. Donc, on va parler de loi, d'impact, d'ampleur, on va parler de la réalité ici aussi en Abitibi-Témiscamingue parce que oui, malheureusement, la prostitution, ça existe aussi sur notre territoire. Donc, vous allez voir, c'est un épisode qui est très riche en apprentissage. Moi, j'ai personnellement appris beaucoup, donc j'espère que vous allez apprendre autant que moi. Si jamais c'est un épisode qui vous fait vivre des émotions, que vous avez des questions ou peu importe, je vais, comme à l'habitude, laisser les coordonnées du Calax dans la barre de description et ils vont aussi être à la fin du vidéo pour celles et ceux qui nous écoutent en vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Les deux filles qui sont là aujourd'hui vont aussi avoir des coordonnées là, pour les rejoindre si vous avez des questions. Ça va tout être dans la barre de description. Donc, sur ce, j'espère que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Allô les filles? Salut! Allô. Vous allez bien? Oui. Oui, je suis vraiment contente. Ça va, Mélanie? Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'ai parlé un peu là, du sujet du podcast dans l'introduction, mais je vous ai pas présenté. J'ai dit que j'avais deux invités spéciaux, j'en ai pas dit plus. Fait que si vous voulez là, commencer par vous présenter votre nom, qu'est-ce que vous faites, puis un peu pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, là, je pense que ça va mettre les gens un peu en contexte. OK, je me lance. Je m'appelle Mélanie. Je travaille au Calax L'Étoile du Nord à Val-d'Or, qui est évidemment un centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Mais j'ai été engagée en 2018 pour un projet qui venait en aide, dans le fond, aux femmes qui voulaient sortir de la prostitution. Donc, mon mandat, c'était vraiment d'accompagner les femmes dans leur démarche de sortie, aussi identifier des solutions, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait les aider et accroître nos partenariats avec les... Parce que ces femmes-là rencontrent énormément de partenaires différents dans la santé et les services sociaux, puis voir comment on pouvait mieux travailler ensemble pour les aider. OK. Fait que ça existe en région, ça veut dire? La prostitution? Oui. Oui, vraiment. OK. Bon, ben ça, on va pouvoir y revenir parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui ont l'impression que en Abitibi, c'est pas tellement présent. Là, fait qu'on va pouvoir démystifier ça aussi ensemble aujourd'hui. Oui, c'est clair. Moi, je m'appelle Rose Sullivan. Je suis impliquée à différents niveaux auprès des femmes exploitées sexuellement et dans la lutte contre l'exploitation sexuelle en général. Je suis intervenante à La Sortie, qui est un organisme qui a une résidence dans le coin de Montréal pour héberger les femmes et qui offre des services d'accompagnement auprès de ces femmes-là. J'ai aussi cofondé le CAF avec d'autres femmes qui sont sorties de l'industrie du sexe. C'est le collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement. Et puis, c'est du par et pour les femmes qui sont dans l'industrie du sexe et veulent en sortir ou qui ont été et veulent s'en remettre. Puis, je suis aussi sur le CA de la Maison de Marthe, qui est un organisme à Québec qui va ouvrir un hébergement prochainement, mais qui offre des services depuis presque 15 ans, si je ne me trompe pas. Et je suis aussi, en tant que membre du CAF, représentante du CAF sur le comité de coordination de la Clé à Montréal, qui est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle et qui offre aussi des services à ces femmes-là. Bien impliquée, là. Puis je suis aussi survivante de la prostitution, d'où mon implication avec le CAF, qui est du par et pour. OK. Est-ce que c'est un peu ce vécu-là qui a fait en sorte que tu as eu envie de t'impliquer à plusieurs niveaux aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Parallèlement à mon vécu dans la prostitution, j'étais intervenante dans le milieu communautaire, puis j'ai travaillé puis été impliquée dans le milieu communautaire depuis longtemps, là, surtout pour la justice sociale, l'égalité et tout. Mais quand j'étais dans la prostitution, j'étais vraiment pour la légalisation, parce que j'étais persuadée que c'était mieux pour la sécurité des femmes. Puis je considérais que c'était mon choix. Puis là, à un moment donné, j'ai comme eu un moment de lucidité. Puis j'ai comme compris que non, mon choix n'était pas vraiment un choix, au fond. C'était plus comme une absence de choix.
Puis de fil en aiguille, à travers différentes situations, puis différents événements, puis en comprenant un peu plus avec le recul, je suis devenue très critique de l'industrie du sexe, puis ma vision a complètement changé. Puis là, je suis devenue abolitionniste de prostitution. Puis j'ai trouvé que j'avais eu vraiment beaucoup, beaucoup de soutien pour sortir de tout ça. Puis ça a quand même été super difficile. Fait que quand j'ai rencontré d'autres femmes là-dedans, puis que j'ai vu à quel point j'étais chanceuse d'avoir eu beaucoup de soutien, puis à quel point d'autres en avaient peu, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on se rassemble ensemble, celles qui avaient réussi pour aider les autres. Puis c'est ça, la mission première du CAF, c'est de créer des réseaux de solidarité, particulièrement en région aussi, parce qu'on sait qu'il y en a en région, mais il y avait dans le temps, il y a 10 ans, plus ou moins, il n'y avait pas beaucoup d'organismes autres que la Maison de Marthe à Québec puis la Clé à Montréal. Fait que il y avait le Calax de Saint-Jérôme qui était ouvert. Puis là, après, les Calax ont pas mal tout adhéré. Là. Mais c'est ça, il y avait vraiment peu de services en région pour les femmes. Puis, on voit là, que depuis 2018, il y a un service qui est offert à Val-d'Or. Les Calax, on donne tous ces services-là sans nécessairement avoir des programmes spécifiques. Là. Mais tu as parlé d'abolitionnisme. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas toujours bien c'est quoi. Moi, quand j'en parle à mon entourage, à mes amis, c'est pas tant clair pour eux c'est quoi la vision abolitionniste. Puis souvent, les gens, ils disent, ben là, t'es féministe, tu devrais pas juste dire ben la femme est libre de faire ce qu'elle veut. Ils ont l'impression que la position abolitionniste, c'est comme de dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça puis d'être contre les femmes qui sont dans la prostitution. Fait que j'aimerais ça qu'on éclaircisse ça ensemble parce que même moi, des fois, on dirait que j'ai l'impression que je comprends pas bien ça. Fait que là, je me dis, je pense que je suis avec deux expertes là, de ce sujet-là. Fait que, est-ce que vous pourriez m'éclaircir un peu sur c'est quoi cette vision-là, cette approche? Puis pourquoi... Oh, j'ai frappé la table. Pourquoi c'est utile, en fait, d'avoir cette vision-là? Moi, je t'aurais laissé commencer, puis j'aurais complété. D'accord. On va y aller comme ça. Mais en fait, moi aussi, au début, quand j'ai entendu ça pour la première fois, là, j'étais encore là-dedans. J'ai entendu ça, puis j'ai fait, mais elles sont complètement folles, en parlant des filles de la clé, ils veulent abolir la prostitution, voyons donc, tu sais. Puis c'est sûr que, dans l'optique où c'est supposément le plus vieux métier du monde et tout, c'est inconcevable, là. Puis je peux comprendre que les gens comprennent pas, puis même jugent des fois, mais c'est parce qu'il faut commencer en partant de l'optique que la prostitution, c'est pas un métier. Considérant que 90, c'est des méta-analyses qui disent ça. Là, c'est des recherches à travers le monde qui s'entrecroisent puis qui montrent que c'est pas des chiffres en l'air. Puis on a beau pouvoir faire dire ce qu'on veut aux chiffres, à un moment donné, quand ça devient des méta-analyses, c'est crédible. Faut cesser de ne pas y croire. Là. C'est très crédible. Puis sur le terrain, on le constate aussi qu'il y a 90 % des femmes qui sont là-dedans, minimum, veulent en sortir, mais ne savent pas comment, trop, ou n'y arrivent pas. Puis, il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont présents chez à peu près toutes les femmes qui sont là-dedans, qui démontrent que c'était plus une absence de choix ou des difficultés diverses qui les ont portées à choisir, entre guillemets, de s'en aller dans la prostitution. Fait que, dans l'optique où c'est plus une absence de choix qu'un choix réel, qu'une envie incroyable de devenir prostituée. On s'entend, il y a personne qui fait comme « Ah, moi, j'ai tellement hâte d'être grande puis d'être la meilleure prostituée de Val-d'Or. » Il n'y a personne qui veut ça, tu sais. Oui, à 13-14 ans, là. Non, c'est ça. Parce que l'âge moyen d'entrer en prostitution, c'est quand même à 13-14 ans. C'est jeune, là. C'est ça aussi, tu n'as même pas l'âge de consentement, mais ça serait un choix, tu sais. Bref, fait que si tu considères que c'est pas un choix, mais plus une absence de choix, puis que les femmes qui sont là-dedans veulent en sortir, mais ils n'y arrivent pas. C'est pas le genre de truc qui se passe avec un métier normal. Ben, tu sais, nous autres, on a plus l'optique que c'est une violence, au fond, tu sais. Fait que la prostitution, à nos yeux, c'est pas une activité, c'est pas un métier comme un autre, c'est pas une solution X, Y, Z, c'est une violence. Fait que là, dans cette optique-là, dans cette optique-là, ben, tu peux pas légaliser ou réglementer une violence. Tu peux juste vouloir la combattre. Fait que ça devient juste normal pour nous de la combattre, tout comme l'esclavage a été combattu. Puis on sait qu'il va toujours avoir de l'esclavage d'une façon ou d'une autre, un peu. Puis, tu sais, je veux dire, à l'époque
de l'abolition de l'esclavage, il y en avait des esclaves qui faisaient « Mais non, si je suis plus un esclave, que vais-je faire? Ça veut pas dire que c'est acceptable. Là, fait que c'est vraiment comme ça qu'on le voit, puis c'est pour ça qu'on veut abolir la prostitution, en sachant qu'il va quand même toujours en avoir, mais en disant que si c'est plus acceptable, puis c'est plus légitime, mais les femmes qui en font encore le font dans des conditions optimales parce que les hommes n'ont plus le droit de les acheter. C'est de combattre la demande aussi, sans combattre les femmes qui font ça. Parce que c'est souvent ça que j'entends, c'est que les gens, on dirait qu'ils pensent que l'abolitionniste, c'est d'être contre les prostituées, alors que ce que j'entends, c'est pas ça du tout. Toi, Mélanie, comment tu fais pour appliquer cette approche-là avec les femmes avec qui tu interviens sans que ça devienne un peu... mais pas ou qu'elles sentent, tu sais, parce qu'il n'y a pas de jugement non plus. Oui, mais en fait, les femmes que moi je rencontre, je leur parle pas de ma position, on va dire, politique non plus par rapport à ça. Tu sais, nous, au Calax, on se dit que la trame de fond de la prostitution, c'est beaucoup de la violence. Ce qui a conduit les femmes, souvent en prostitution, c'est des violences, toutes sortes de violences, des violences qui sont structurelles, des trucs qui peuvent... C'est comme la pauvreté qui touche davantage les femmes, vont les pousser en prostitution. Il y a tellement de choses qui vont les amener vers là. T'sais, on sait que la prostitution, c'est en grande majorité des femmes... T'sais, je réponds un peu à la question que tu dis tantôt, puis je vais faire la suite avec la question que tu m'as posée, mais c'est comme... la grande majorité des personnes qui font de la prostitution, c'est des femmes. Les acheteurs, en grande majorité, c'est des hommes. C'est construit sur des rapports sociaux qui sont inégalitaires. Quand il y a de la prostitution masculine, parce que ça existe, ben cette prostitution-là, souvent, elle est achetée par des hommes. Ceux qui en tirent le plus grand profit de cette industrie-là, c'est des hommes aussi. C'est comme, tu sais, puis peu importe la forme de prostitution que les personnes vont faire, que ce soit, tantôt on parlait, là, tu sais, de à quoi ça ressemble la prostitution de Abitibi, mais ça ressemble peut-être pas à celle de Montréal, tu sais. Mais peu importe ce qu'il y a là, qu'est-ce qui a poussé les femmes là-dedans, ou etc., c'est tout similaire, tu sais. C'est comme pour nous, l'abolition, on le voit un peu comme Rose a disait, là, tu sais, les gens nous disent, ben c'est utopique, tu sais, ça n'arrivera jamais, tu sais, mais c'est comme, nous, on voit pas ça comme un travail, mais comme la plus vieille oppression du monde. Depuis qu'il y a des rapports sociaux inégalitaires, ça existe. Il y a des gens qui en tirent avantage, puis on le voit vraiment comme une violence faite aux femmes. Mais c'est comme dans n'importe quelle autre intervention. Quand j'interviens auprès d'une femme en violence conjugale, par exemple, on peut en jaser, tu sais, de socialisation, de qu'est-ce qui fait que les femmes acceptent ces comportements-là, ou qu'est-ce qui... Tu sais, puis il y a plein de choses là-dedans, mais on dit jamais à la femme, dans le fond... on nous dit pas comme intervenante qu'on est contre les femmes qui vivent la violence conjugale. T'sais, au contraire, on veut les aider, puis on est comme à l'écoute de ça. Mais quand on parle d'une femme en prostitution, c'est comme si on était contre elle. Puis ça, c'est là où je me dis, genre, mais pourtant, c'est un peu la même chose. Puis souvent, on a tendance, c'est ça, on entend que c'est utopique, mais je veux dire, dans notre société, on utilise le gros mot abolition là, pour la prostitution. Mais en fait, ça, on voudrait probablement abolir le suicide. On aimerait ça, qu'il n'y ait plus de suicide dans notre société. Fait qu'on paye des organismes qui vont travailler pour qu'il n'y ait plus de suicide. Puis pourtant, il y en a toujours probablement eu. Il va peut-être toujours en avoir. Mais on travaille pour une meilleure société, tu sais. Puis là, je me dis, dans la prostitution, tu sais, moi, ce que je voudrais, c'est comme mon rêve, là, ce serait de vivre dans une société où les femmes n'ont pas besoin de vendre l'accès à leur corps, à leur sexualité pour pouvoir survivre, finalement, tu sais. Fait que c'est comme... Parce que pour moi, quand je vois ces femmes-là, je suis beaucoup, beaucoup dans l'accueil, énormément dans l'accueil, dans l'écoute, puis dans le plus possible dans une relation d'être. On va où ce que toi t'es, puis on va aller vers où ce que comme que tu veux aller. Puis on va pas mal, dans le fond, rester là. Mais tu sais, on en a des discussions sur quand elles sont rendues là aussi, là, sur qu'est-ce qui t'a amené vers ça. On fait des fois comme la ligne de vie, on voit qu'est-ce qui s'est passé, comment ça t'est arrivé dans ta vie, tout ça. Puis on jase beaucoup du consentement. C'est quoi un consentement libre et éclairé? Puis est-ce que tu étais vraiment, est-ce qu'à ce moment-là, tu étais vraiment libre de faire ce choix-là? Quand c'est la seule chose qui te reste dans la vie pour pouvoir manger, ou la seule chose qui te reste dans ta vie pour pouvoir, mettons, nourrir tes enfants, ou pouvoir envoyer tes enfants à l'école, ou pouvoir... Si c'est la seule option qui te reste, la société, elle a un problème. Mais, je me dis, c'est ça. Fait qu'on en jase, tu sais, c'est ça. Grosso modo, c'est un peu ça. Là, mais je peux m'en aller partout. Là, mais, ouais. Mais je trouve que tu réponds super bien. Là, puis c'est ça.
Moi, j'aime ça quand tu dis que c'est pas parce qu'on aide les femmes qui vivent de la violence conjugale puis qu'on veut éradiquer la violence conjugale qu'on veut éradiquer les femmes, tu sais. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas un lobby pro-violence conjugale. Ouais. Non, c'est ça exactement. C'est vrai. Mais, on dit ça, mais en même temps, tu sais, il y a quand même certains gars qui ont certains avantages. Puis quand on arrive avec des gros mots comme masculinité toxique, il y a une levée là, qui fait comme non, parce qu'il y aurait comme une perte. Les hommes aussi. C'est ça, tu sais. Il y a plusieurs orgueils qui sont froissés quand on met ces mots-là. Hein? C'est plate à dire, mais il y a comme une perte d'avantages pour certaines personnes. Puis ça, on ne veut pas perdre ces privilèges-là. Ouais. Puis puis dans la prostitution, je trouve qu'il y a ça beaucoup, tu sais. Il y a beaucoup de mythes qui sont nommés autant par les femmes que par les hommes. Cette sexualité-là, elle est omniprésente partout. On a acquis on dirait depuis longtemps qu'il y a certaines femmes qui sont achetables, d'autres pas du tout. Oui, vraiment. Fait que c'est comme, il y a des tantôt je disais, tu sais, les femmes autochtones sont surreprésentées, les femmes racisées, il y a des femmes sans papier. C'est comme, souvent, c'est des personnes les plus vulnérables dans notre société qui sont surreprésentées dans cette industrie-là. Tu sais, comme en Abitibi-Témiscamingue, on est 1,5 % de la population, c'est des femmes autochtones. Mais moi, les femmes que j'ai rencontrées, j'en ai entre 50 et 60 % dépendamment des années qui sont là. Tu sais, fait qu'ils sont largement surreprésentées. Puis ça, j'imagine, il faut qu'on en parle de ces choses-là. Ouais. C'est parce que ça démontre que c'est pas... ça démontre qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui font que les femmes vont là-dedans. Là, c'est un choix. Puis quand on parle, c'est ça, comme de l'abolition, on pourrait dire, la réglementation, décriminaliser tout le monde ou peu importe, il y a plein d'autres choix. Où on pourrait la prohiber, qu'on n'en veut pas dans notre société, puis on pénalise tous les acteurs, femmes, hommes, peu importe, proxénètes, etc. Mais tantôt, Rose, moi, ça me frappe à chaque fois que tu le dis, on peut pas encadrer une violence, c'est comme... Puis tu sais, quand on dit on pourrait dépénaliser tout le monde, décriminaliser tout le monde, puis tout, proxénètes, clients, tout le monde, mais c'est comme si on tentait d'encadrer, de légitimer une violence, puis ça fait comme pas de sens. Puis tu sais, tantôt, tu disais que l'entrée, souvent, c'est 13-14 ans. Puis moi, j'ai l'impression que, tu sais, au niveau des lois ou au niveau du discours, chez les personnes mineures, on n'accepte vraiment pas ça. Puis à la minute où on tombe à 18 ans, c'est comme si la société se dit « Ah, ben, ils sont majeurs, sont comme autonomes, c'est leur choix. » J'ai l'impression que les gens ont une vision vraiment différente quand c'est des personnes mineures versus quand c'est des personnes majeures. Puis comme tu dis, il y a une certaine catégorisation de... On dirait qu'ils sont pas capables de mettre toutes les femmes dans le même panier. Il y a les femmes qui respectent, qui sont comme, ça passerait pas. Puis ils mettent ces femmes-là dans un autre, comme si c'était une autre catégorie de femmes de, tant pis pour elles. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont passer comme ça, puis qui sont pas capables de dire, mais en tant que femme, même si moi je suis ta fille, ta soeur ou peu importe, en tant que femme, je suis prostituable, dans le sens où on fait partie de cette catégorie-là qui sont plus vulnérables que les hommes à cette violence-là. On a parlé de lois aussi. Est-ce qu'il y en a des lois qui existent au Québec, au Canada en lien avec ça? Parce que des fois, il y en a qui pensent que le fait de vendre des services, c'est illégal. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Fait qu'est-ce qui existe en termes de loi? C'est clairement pas clair pour tout le monde. Non. Ouais, c'est ça, mais il y a beaucoup d'explications qui font que c'est pas clair. Là, tu m'arrêteras si je parle trop. Là, c'est bien correct. Ça m'inspire beaucoup. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait des lois qui encadraient à peu près toutes les activités autour de la prostitution. Puis là, il y a un groupe de personnes qu'on dit pro-travail du sexe. Ça, c'est ceux qui gagneraient, entre guillemets, il faut le dire trop fort. Bref, qui tireraient avantage à ce que ce soit décriminalisé ou légalisé. Eux, ils ont contesté ces lois-là parce qu'ils ont dit que c'était anticonstitutionnel et ils ont gagné ce chapitre-là de leur bataille. L'autre d'après, par contre, ils l'ont complètement perdu puis ils se sont tirés dans le pied parce que leur but, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus de loi qui encadre la prostitution ou qui réglemente la prostitution du tout. Ils voulaient que ça devienne complètement légal ou décriminalisé. Là. La différence entre légal et décriminalisé, honnêtement, j'ai de la misère à la saisir. Mais ce qui s'est passé à date, à la suite de ça, c'est qu'il y a des groupes qui se sont soulevés pour dire il faut que ce soit, faut qu'on aille vers l'abolition, qu'on aille vers le modèle nordique en s'inspirant d'autres pays, puis qui ont demandé à ce qu'on s'attaque à la demande. Donc, là, ils ont réussi.
Fait que maintenant, la nouvelle loi s'attaque à la demande. Il y a comme 3 piliers majeurs à la loi. C'est la loi C-36 pour ceux qui veulent aller vérifier puis voir sur Internet. Puis c'est important de bien s'informer parce qu'il y a un lobby qui n'arrête pas de répandre des faussetés sur la loi, notamment auprès des femmes qui tireraient avantage à bien la connaître. Fait que la loi, réellement, ce qu'elle dit dans les 3 piliers, c'est que c'est qu'il y a une... c'est quoi le mot? Les personnes qui vendent leurs propres services sexuels ne sont pas concernées par la loi. Ils ont c'est genre une exception pour elles. Okay. C'est pas exception ni indemnisation. Là. Ça va me revenir. Mais en tout cas, ces personnes-là sont pas criminalisées. OK. Fait que les personnes qui vendent leurs propres services sexuels ne sont pas pénalisées et doivent être soutenues. Puis ils sont comme vus comme des victimes. Là, le mot victime fait réagir, mais on y reviendra. Mais c'est ça. Fait que ces personnes-là sont plus criminalisées. Les personnes qui achètent des services sexuels, eux, sont criminalisés parce que c'est eux qui provoquent la demande, puis on veut s'attaquer à la demande. Puis, évidemment, les proxénètes sont criminalisés aussi. Mais les personnes qui peuvent tirer profit de la prostitution d'autrui à cause de rapports normaux, familiales ou peu importe, eux ne le sont pas non plus. Puis je trouve ça important de le spécifier parce que c'est ça, le lobby pro-travail du sexe, puis les gens qui tirent avantage à ce que les femmes soient le plus prostituées possible. Eux, ils répondent que les femmes sont encore criminalisées, ce qui est complètement faux. Puis ils répondent que si tu es coloc d'une femme prostituée, par exemple, bien là, étant donné qu'elle t'aide à payer ton loyer, tu peux te faire arrêter pour proxénétisme. C'est complètement faux aussi, puis c'est bien écrit dans la loi. Là. OK. Fait que les mythes à l'égard de cette loi-là vont loin à ce point-là. Oui. Ben, tu sais, je veux dire, il y a la... Je vais le dire. Hein? Ah, tu vas le dire. La directrice de Stella, qui est un organisme pro-travail du sexe à Montréal. Écoute, je sais pas pourquoi, là, elle fait ça, mais je trouve que ça démontre qu'il y a des intérêts louches en arrière de ça. C'est un peu de la désinformation. Ben en fait, c'est clairement ça. Oui, c'est clairement des mensonges qui sont répandus. Puis elle a dit que les femmes sont criminalisées, puis que... il semblerait que cette loi-là nuit à la sécurité des femmes dans la prostitution. Moi, sur le terrain, ce que j'entends, c'est que vu que les femmes ont plus de pouvoir puis peuvent dénoncer un client violent, ben les hommes se calment, tu sais. Que, je veux dire, c'est toujours violent à mes yeux, à moi, là, le fait d'acheter... moi, je dis que c'est le consentement qui est acheté. Ouais. Là. Je me dis, est-ce que la femme a envie de coucher avec le gars s'il ne paye pas? Non. Fait que, tu sais, mais... Bref, c'est ça. Fait que c'est la demande qui est attaquée. Puis en même temps, c'est pas vrai qu'elle diminue au plus haut point puis que les femmes n'ont plus de clients, donc plus de sources de revenus. Puis, es-tu tellement appliquée, cette loi-là, tu sais? Pas tellement, justement, mais je pense de en même plus en temps, plus. tant qu'il n'y aura pas plus de ressources pour soutenir les femmes, idéalement, il ne faut pas qu'elles soient appliquées au plus haut point. On ne veut pas que tous les clients soient arrêtés d'un coup puis que les femmes se ramassent dans la rue non plus. Oui. Ça prend des ressources aussi. C'est ça, mais en même temps, si le client a un tantinet peur de se faire dénoncer, ben, il a intérêt à être un, entre guillemets, bon client. Mais ça prend des ressources pour appuyer cette loi-là. Fait que ça, dans le fond, pour les femmes qui sont dans cette industrie-là, c'est une loi, un changement de loi qui a été positif, j'imagine. Le fait de criminaliser ces femmes-là, quel impact ça peut avoir sur elles si, mettons, on criminalisait la prostitution de c'est illégal de vendre des services, là? Ben, tu sais, à l'époque où c'était criminalisé, les femmes avaient... C'est comme un service vicieux. Là. Tu commences avec une tonne d'amende, tu n'as plus le droit d'être dans celles qui faisaient de la prostitution de rue, c'était l'horreur. Tu n'as pas le droit d'être dans tel quadrilatère. Tu as des amendes à pu finir. Tu sais, c'est rendu que tu te prostitues pour payer tes amendes, en plus de payer ta drogue qui te permet de te prostituer. C'était vraiment ridicule. Un cercle vicieux, là. C'est ça, tu sais. Tandis que... Puis aussi, c'est ça, les hommes... Parce que dans la prostitution, il y a déjà un rapport de force. Là, l'homme a l'argent. Mettons qu'on y va avec l'acheteur. Là. L'acheteur a l'argent que la femme a besoin pour X, Y, Z besoin. Fait que déjà, il y a un rapport de force puis de pouvoir. Fait que là, si la femme veut l'argent pour payer sa bouffe, mettons, ben là, elle a comme tellement pas d'options. Elle a beau pas vouloir faire X, Y, Z à faire, mais le gars a l'argent. Fait que... Ouais, l'argent a un gros pouvoir là, de dire si l'arme un non, c'est interprété comme un ouais, mais si je te donne plus, tu vas le faire. Puis moi, j'ai d'autres femmes aussi où
même si la femme disait non, l'homme a décidé de faire quand même les choses qu'elle ne voulait pas faire. Puis lui, il a juste pitché plus d'argent en disant t'as rien à dire, là, tu sais, tu iras te faire soigner. C'est parce que c'était violent puis que ça n'avait pas de bon sens. Mais tu sais, si je me dis, genre, ce consentement-là, il est littéralement acheté. Là, parce que, c'est ça. Tu sais, je veux dire, avoir une relation sexuelle avec une personne pour qui tu n'as aucun désir, ça a un impact sur toi. Là. Ça n'a pas le choix d'en avoir. Fait que c'est comme, ces filles-là, ces femmes-là que moi je côtoie, elles font ça à répétition. Là, fait que ça n'a pas le choix d'avoir plein d'impact. C'est ça. Ça reste violent quand même. Ben oui. Mais là, si l'homme veut aller encore plus loin, en fait, ça donne le pouvoir aux femmes de dénoncer. Fait que c'est sûr que ça, puis, des fois, rend même, leurs conditions moins difficiles. Puis, tu sais, même pour certains policiers, tu sais, la loi, elle semble pas toujours claire non plus. Non. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup encore de travail à ce niveau-là à faire. Là. Ouais. Puis, tu sais, là, il y a cette loi-là qui existe, mais il y a certains pays ou, tu sais, certaines qui ont le discours que, comme j'imagine la personne qui t'a nommé tantôt, que ça serait bien de juste décriminaliser tout ça, tu sais. Mais quel impact ça aurait de complètement décriminaliser cette industrie-là? Mais les pays où c'est légal ou décriminalisé sont vraiment en train d'évaluer la situation, puis ils songent à virer de bord, là, parce que c'est devenu des bordels à ciel ouvert, là, pour vrai. En Allemagne, là, par exemple, là, il y a vraiment... Le but, c'était d'augmenter la sécurité des femmes en leur laissant la possibilité de faire ça à l'intérieur, dans une place réglementée. Là, ce qu'ils se rendent compte, c'est que c'est comme si le crime organisé avait pris le pouvoir du pays au complet. Là. Fait que c'est des endroits où le trafic humain est le plus élevé, la pédocriminalité. C'est là que c'est le pire. Puis c'est des plaques tournantes de trafic humain, pédophile ou non, racial. Ils ont complètement perdu le contrôle. Là. Ça doit être des pays aussi où il y a du tourisme sexuel. C'est ça. Les gens qui voyagent que pour ça. Puis j'avais vu aussi que dans les pays où la loi, c'est la loi C-36 qu'on a parlé tantôt, qu'elle est bien appliquée, à long terme, ça fait que aussi les gens, ils changent de vision un peu. Parce que là, ils comprennent que, on dirait que c'est plus facile d'avoir un jugement sur la femme que sur le client, dans, mettons, le commun des mortels de notre société. Mais là, cette loi-là fait en sorte que crime, OK, il y a un changement de vision, puis les gens commencent à comprendre que, d'acheter des services sexuels, c'est ça qui est problématique, c'est cette demande-là, parce qu'il y en a de la demande, là. Ah ouais. On s'est intéressé, je trouve, beaucoup aussi dans les études à voir qu'est-ce qui pousse les femmes en prostitution, qu'est-ce qui les empêche d'en sortir. On parle beaucoup de la femme qui offre les services sexuels, mais on parle rarement des clients. Fait qu'on n'en a pas tant de données. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup aussi de préjugés sur qui sont ces clients-là. On s'imagine pas que c'est comme monsieur tout le monde. On s'imagine pas que c'est des hommes qui ont parfois beaucoup de pouvoir, mais qui veulent juste assujettir finalement quelqu'un, là, vraiment dominer quelqu'un. On voit la prostitution comme quelque chose vendu de un désir sexuel que tu fais juste répondre avec une fille qui est souriante, qui est là pour toi. Puis, c'est comme tellement mi-glamour, le fun. Puis, dans le fond, je sais même pas si ça a tant rapport que ça avec la sexualité qu'avec le pouvoir que tu as sur l'autre personne, que tu peux faire ce que tu veux, parce que c'est toi le client, parce que tu as le droit d'avoir ce que tu veux, parce que tu le mérites, parce que tu as payé pour. Puis, à ce moment-là... En tout cas, je me dis, ça serait intéressant qu'il y en ait de plus en plus d'études par rapport à ça, parce que c'est ça. Mais c'est plus underground aussi d'aller peut-être voir, là, sont plus peut-être difficiles à aller chercher, mais c'est souvent la grande majorité des hommes qui sont déjà en couple, qui ont déjà des familles, qui ont déjà... Ils n'ont pas de misère Qui n'ont pas nécessairement de... Tu sais, on s'imagine, le monsieur qui n'est pas capable, puis là, on justifie ça en se disant, ouais, mais tu sais, mettons, un homme handicapé, ou ouais, mettons, tu sais, c'est vraiment pas la majorité. Mais non, c'est ça. Puis de toute façon, pourquoi la sexualité de cet homme-là handicapé vaudrait plus cher que la sexualité, la vie d'une femme, ou beaucoup de femmes aussi qui ont des handicaps qui sont en prostitution parce qu'il leur reste pas beaucoup d'options pour vivre. Là. Pourquoi on considère que leur vie à eux ou leur sexualité est plus importante que, en tout cas, ça vient me chercher parce que, tu sais, je me dis, voyons, tu sais, il y a comme quelque chose qui est weird là-dedans, là, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, dans les pays où c'est une loi abolitionniste qui a cours depuis plusieurs années, là, c'est plus que, tu sais, les gens font même pas juste commencer, là, c'est vraiment comme ici, là, tu sais, les acheteurs de sexe sont mal vus. Puis les enfants, là, tu sais, tu racontes à un enfant, mettons un jeune ado,
que il y a 20 ans, tu pouvais aller dans un bar, puis tu payais la fille, puis tu pouvais toucher les fesses dans l'isoloir, puis il est outré. Inconcevable. OK. Non, c'est Mais c'est ça. dégueulasse. Tu peux pas croire que dans des pays civilisés comme au Canada, c'est encore possible de payer pour... Tu sais, ça les scandalise. Tu sais, nous, on a ça là, comme des rituels. Tu as 18 ans, tu vas aller aux danseuses. Tu sais. Puis on Ouais. catégorise aussi là, l'idée que la danseuse, peut-être qu'elle a... Tu sais, comme... Il n'y a pas de passe qui se passe là, tu sais, même si on sait que c'est ça. pas Ben ça. oui, là. C'est moins pire. Mais c'est moins pire. Fait que, tu sais, on voit de plus en plus même, là, tu sais, même des filles qui vont aux danseuses, tu sais, on voit. Fait que, tu sais, c'est comme un rite de passage à 18 ans. Ça modèle... C'est banalisé. Oui, Ouais, c'est c'est ça. très Ça modèle, banalisé. tu sais, ça modèle toute la société, tu sais, où l'accès... tu sais, on n'en parle pas nécessairement, là, mais tu sais, toute la pornographie aussi, là, tu sais, qu'au final, c'est de la prostitution qui est filmée, tu sais, qui a une grosse influence sur les relations interpersonnelles entre les ados qui se sont éduqués là-dessus. Ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement C'est le sujet vraiment, d'aujourd'hui, mais tu sais, je veux dire, ça a tellement d'impact là-dessus. Puis on se retrouve à des villes comme à Montréal où il y a genre... il y a des bars de danseuses aux 3 pieds, là, où on voit des XXX partout, puis des peep shows, puis toutes sortes de patentes, parce que tu as l'impression que c'est ultra... Ben, tu sais, on parle des autres pays, mais tu sais, Montréal, c'est une plaque tournante là, de c'est clair. Laval, de la prostitution. Montréal, Oui, c'est ça, tu sais, puis d'exploitation, puis de... Tu sais, puis les gens, souvent, vont se dire, genre, ils font comme une nuance entre ah, mais ça, c'est de l'exploitation sexuelle des adolescents, puis ça, ça, la traite humaine, c'est mal. Ouais. Ah, ça, c'est ça. Mais tu sais, la prostitution, la fille qui... la ça, fille c'est qui comme choisit. correct. Il y a comme différentes catégories acceptables dans la tête des gens et non acceptables. Tu sais, je trouve ça intéressant que vous ayez nommé différents exemples parce que quand on parle d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, j'imagine que ça englobe pas juste la prostitution. À la fin commerciale, non, c'est sûr que non. Ben, tu sais, moi, dans ma tête, je veux dire, c'est toute la même affaire. là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prostitution parce que tu sois touché ou non. Tu sais, maintenant que je prends moi comme exemple, là, moi, j'ai commencé comme modèle photo. Mais tu sais, forcément, j'avais déjà un pied dedans. Là, puis le fait de être à l'aise de me faire photographier dans des positions suggestives puis habillée sexy, mais ça a fait en sorte que quand j'avais besoin d'un 50 de plus, j'ai pas hésité à enlever mon top, tu sais. Ça a fait que quand j'ai eu besoin d'encore plus d'argent, devenir serveuse sexy en me faisant pogner le cul à 14 ans par des vieux mononcles de 50 ans dans leur congrès d'affaires. Je trouvais ça correct parce que c'était payant puis j'avais besoin de cet argent-là. Mais tu sais, c'est à partir du moment où tu mets le pied dedans, c'est comme un engrenage, là, puis c'est vraiment là que ça devient difficile d'en sortir. Puis, tu sais, quand j'entends des fins commerciales, je suis comme, de quoi il est question, là, tu sais, à des fins commerciales, non, là, je veux dire, c'est jamais imposé. À des fins commerciales, ce serait si c'était légal puis que le gouvernement fait de l'argent avec ça, puis OK, on s'entend que probablement que... Ben, ils en font quand même, probablement, là, je veux Avec dire, les le salons de touriste. massage, avec... c'est ça, tu sais. Parce qu'il y a certaines formes d'exploitation qui sont Tu sais, comme la acceptables, porno tolérées. est acceptable. Puis, tu sais, à mes yeux, moi, la porno, c'est comme l'agent de promotion numéro 1 de la prostitution. Là, parce que c'est ce qui la banalise puis c'est ce qui banalise puis désensibilise le plus. Puis, est-ce que tu vois une relation sexuelle normale et relaxe dans la porno? Là, c'est de plus en plus rare, tu sais. Fait que le monde qui me dit « Ouais, mais la porno, c'est super payant pour les femmes. » Puis je suis comme « Mais on est en 2021, là, arrête, là. » Non. Je veux dire, ce qui pogne le plus dans la porno, là, quand tu regardes les études de mots-clés et tout, là, c'est des termes ultra violents où la femme est super dégradée, tu sais. Puis le monde regarde ça, relax, de leur salon, en se posant pas de questions, puis en pensant que c'est bien correct, tu sais. Mais je veux dire, ce que tu vois à l'autre bord de la caméra, c'est pas des fausses images, là, c'est pas des animés, là. C'est une vraie femme qui a 10 hommes autour d'elle qui sont en train d'y venir dessus, là. Il y a personne qui fait comme moi, un gangbang à 10 gars qui m'ont tous plus maltraités les uns que les autres. Je trippe au bout, tu sais. Hey, c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que... Oui, mais je me rends compte, parce que j'ai écouté plusieurs podcasts sur ce sujet-là, puis j'ai l'impression, dans ceux que j'ai écoutés, souvent, c'est des personnes qui vont être dans cette industrie-là, qui vont super bien vivre ça ou qui vont en faire un peu la promotion. Puis j'avais de la difficulté à trouver des podcasts où il parlait un peu de la position abolitionniste ou qui amenait un autre discours. Puis moi, je me dis, tu sais, pour la jeune fille qui écoute ce podcast-là, que la fille a dit qu'elle a été dans la pornographie pendant 4 ans, qu'elle s'est fait donc bien de l'argent puis qu'elle a adoré ça, tu sais, ça peut devenir un peu nébuleux. Ça peut nous envoyer un message de c'est glamour, c'est payant, ça va être le fun. Hey, moi aussi, là, j'aimerais ça être payée pour avoir du sexe. C'est là, ça. Mais ça, en même temps, moi, j'ai tendance à dire, il n'y a pas un vendeur de char qui va te dire, c'est vraiment de la merde, le char, tu t'apprêtes à acheter, achète pas ça, tu sais. Non, il y a de l'argent à faire. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme
qui disent « je suis une travailleuse du sexe », mais là, si tu pousses plus loin, là, c'est pas tout le monde qui est capable de mentir effrontément aux médias comme celle que j'ai nommée tantôt le fait. Là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit « je suis travailleuse du sexe », des fois, si tu pousses un petit peu, ce que tu apprends, c'est que elle conduit des escortes chez des clients, tu sais, ou elle book des escortes avec des clients. Fait que là, moi qui m'en suis entendu, ta job ressemble plus à celle d'un pimp que d'une escorte. Ouais, fait c'est que ça. peut-être normal que tu sois pas trop critique de ce que vivent. Tu sais, tu dis, ouais, j'adore ça et tout, mais je veux dire, puis il y en a aussi qui sont là-dedans, puis qu'ils disent qu'ils sont bien, puis il y en a qui sont bien aussi. Là. Moi aussi, j'étais super bien jusqu'à temps que je sois plus. Bien, J'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui vont se protéger là, de ça. Fait que, tu sais, c'est normal dans tes mécanismes de défense de dire que t'es bien. Parce que, tu sais, je veux dire, tu veux pas nécessairement regarder tout ça non plus, je veux dire, en face. Là, ça peut peut-être te heurter. Il y a d'autres personnes aussi dans les médias ou dans les émissions, tu sais, qu'on voit, là, genre, tu sais, Canal D, là, Triple X, blablabla, tous ces trucs-là, danseuses, whatever, là. Tu sais, elles sont probablement un peu aussi porte-parole de ce milieu-là, là, tu sais. Mais c'est loin d'être tout le monde qui a le luxe aussi. Tu sais, mettons, dans une de ces émissions-là, j'écoutais la fille qui disait moi, j'ai mon agenda, là, je me suis payé un agenda électronique, là, super performant. Je rencontre le client une première fois avant. Ensuite, là, on procède au reste, blablabla. Puis ça fait mon affaire. Puis, je veux dire, ça, c'est ultra privilégié, là. Tu sais. C'est comme ça vend le fait comme si toute la prostitution était le fun à vivre. Ouais. Puis elle était comme, j'ai le temps d'aller chercher mon enfant à la garderie, j'ai tant de ci, j'ai tant de ça. Puis t'es comme, ouais, mais toi, tu sais, t'es une femme blanche qui vient d'une famille super aisée, t'as beaucoup, beaucoup de privilèges dans ta vie, puis t'as vécu ça, tu sais. Puis là, tu le vends comme si c'était ça qui était pour tout le monde. Mais moi, au quotidien, les 30 quelques femmes que j'ai rencontrées, puis la cinquantaine de femmes à Val-d'Or que je connais qui en font, la prostitution, c'est loin, loin, loin de ressembler à ça. Leurs conditions ne ressemblent pas du tout à ça, en fait. Fait que c'est comme... tu sais, j'aime ça. Il y a comme une campagne en Europe là, qui va dire, tu sais, comme For the Last Girl. Fait que, tu sais, c'est comme. On milite pas pour les 10 % qui trouvent que ça va bien. Tu sais, il y a 90 % des femmes qui disent, genre, moi, là, faut que je sorte de cette industrie-là, c'est en train de me détruire. Puis en fait, tu sais, ces femmes-là, le taux de décès est ultra élevé. Les conséquences sont majeures. Ça coûte. Tu sais, comme ça coûte. Dans les conséquences sur ta vie personnelle, sur ta santé physique, ça, c'est très chérant. Fait que, tu sais, les femmes qui vont le faire, tu sais, mettons, comme là, l'autre jour, on écoutait un reportage où le gars disait, ben, tu sais, rendu à 25 ans, t'es pas mal vieille, là. Mais, tu sais, ça t'affecte pour le reste, là, de ta vie, là, ça. Tu sais, puis je pense que quand tu dis ça, t'as peut-être pas conscience des conséquences à court, moyen puis long terme. Puis à ce moment-là, tu sais, justement, dans le consentement, il faut que tu aies conscience de ce qui va s'en venir pour toi quand tu dis oui. Je pense que des fois, on le sait pas. Tu sais, sur le coup, ça a l'air nice, ça a l'air le fun, ça a l'air... Tu sais, on les voit, là, les vidéos sur TikTok, là, les filles ouvrent leurs valises pleines de cash, puis leurs beaux souliers, puis leurs sacoches, puis ci, puis ça. Puis c'est vrai que ça a l'air le fun d'avoir un rythme de vie, tu sais, ou certaines personnes qui vont nous dire, là, moi, j'ai ouvert un OnlyFans, j'ai fait 60 000 $ ce mois-ci. Ben ouais, c'est vrai que ça sonne comme super luxueux, puis super, tu sais, comme facile. Mais les conséquences à ça, il y en a, tu sais, puis ça, bon, on n'en parle pas tant que ça. Puis c'est vrai que quand on arrive à en parler... C'est pas la fille que ça n'a pas fonctionné, que ça a fini, qu'il y en a un qui l'a retrouvé, qui l'a... C'est sûr que c'est pas elle qui va se lever, puis je veux dire, ça prend un certain recul, parce que c'est un mécanisme de défense, là. Tu sais, moi, je l'observe, là. À partir du moment où les femmes sont plus capables pour vrai puis arrivent plus à se faire à croire qu'il y a plus d'avantages que de désavantages, ça devient tellement difficile, mais ça veut pas dire que tu es capable d'en sortir parce que tu viens de réaliser tout ça, là. Puis chaque client que tu te fais après est atroce, tu sais, puis chaque jour... Et, tu sais, il y a une femme, une survivante de France, je pense, qui c'est cru, là, mais je vais le dire comme elle l'a dit. C'est pas grave, il n'y a pas de elle filtre. a dit la lucidité pour une pute, c'est la mort. Puis c'est vrai, là. Ouais. Je dis, à partir du moment où tu réalises que tu veux en sortir, que tu es tanné, mais que c'est pas si facile que ça en sortir, là, c'est là qu'il y a le plus haut taux de suicide, overdose. Ben oui, mais c'est ça. Puis je pense que c'est normal, là, dans le fond, que ça donne ça comme résultat. Parce c'est tellement dur. Parce que, tu sais, mettons, tantôt, on en parlait, mais moi, j'ai une femme là, que je vois, puis elle, ce qu'elle me dit, c'est, tu sais, qu'elle, ça l'a changé au moment où elle s'est dit que, tu sais, dans le fond, elle n'était pas si consentante que ça. Puis là, elle a réalisé, dans le fond, que tous les clients qu'elle avait après, c'était des agressions.
Mais là, elle n'était plus capable de même si, tu sais, les femmes vont se dissocier là, pour pouvoir survivre à ça, mais là, ça fonctionnait plus, là, tu sais. Puis ton corps à toi, là, tu sais, mettons, moi, j'en ai vécu une agression sexuelle. Ça m'a pris du temps de me reconstruire après ça, tu sais. Puis là, une femme qui me disait, genre, ben, tu sais, c'est dur de se reconstruire après une agression sexuelle, mais quand tu réalises que, dans le fond, à toutes les fois que j'ai dit oui pour du cash, j'ai vécu une agression, ben genre, faut pas que je me relève de une agression sexuelle, faut que je me relève de milliers, là. C'est comme... Tu sais, parce que ton corps, à toi, t'as accepté l'argent, t'as dit oui, t'es dans ta tête à toi, mais ton corps, lui, il n'a pas de désir, là. T'as pas de désir, toi, pour cette personne-là, puis ton corps, lui, les hormones, tout ce qui se passe dans ton corps, ça reste quand même que c'est... va pas le percevoir comme quelque chose. Comme, il peut le percevoir comme une agression quand même. Fait que c'est comme... Cette femme-là me disait, genre, mais je peux pas croire que j'ai vécu autant d'agressions sexuelles, tu sais. Genre, puis là, c'est ça, tu sais, il y a cette lucidité-là qui arrive, puis après, il n'y a plus rien de pareil, là. Puis qu'est-ce qui fait en sorte, on a parlé un peu de sortie, que ça peut être très difficile de s'en sortir. Qu'est-ce qui rend ça difficile? Mais tu sais, il y a beaucoup de... Il y a la méconnaissance des conséquences sur les femmes et tout, là, tu sais. Il y a le manque de ressources et de services. Mais même avec des ressources et des services, là, c'est difficile parce que, je veux dire, il faut tailler en partant, là, les femmes qui consultent en psychiatrie, mettons, ils ont à peu près tout un stress post-traumatique. Mais il y en a plus que la moitié qui se ramassent avec un diagnostic de TPL, trouble de personnalité limite. C'est super confondu. Ils n'ont pas les services adaptés. Là, il y en a qui attrapent l'étiquette de TPL, qui se définissent comme TPL pour super longtemps, puis ils ont l'impression d'avoir une réponse à leurs problèmes, puis en même temps, non, là, t'es pas TPL, t'es traumatisé, tu sais, fait que t'as pas les bons services. L'accès à l'aide sociale, mettons, t'arrives, puis là, tu sais, moi, j'étais allée je voulais pas être sur l'aide sociale, parce que j'étais comme écœurée du système de tout, puis pendant un bout, j'aimais mieux faire ça, puis m'arranger tout seul, tu sais, mais... Quand j'ai fini par faire comme, OK, il faut que j'arrête, je me suis dit, je vais commencer par ça. Ça va toujours bien être ça de plus par mois de revenus. Puis, tu sais, j'ai dit à la femme que je faisais de la webcam parce que j'osais pas trop y aller dans le détail. Puis elle m'a demandé pourquoi je voulais plus en faire, tu sais. Il a fallu que je justifie là, pourquoi je suis tannée, tu sais. Puis il y en a, j'ai connu des femmes qui avaient été pimpées. Le pimp est en prison, puis elle se fait dire, rembourse l'argent que tu as fait. Tu sais, on peut pas te donner d'aide sociale parce que là, tu étais sur l'aide sociale, puis en plus, tu faisais de l'argent. Mais gars, j'étais sur l'aide sociale parce que mon pimp m'obligeait. Tout l'argent que je faisais, mon pimp la prenait, puis il a beau être en prison, ça a beau avoir été démontré, elle n'a pas droit à l'aide sociale. Tu sais, ça, c'est, mettons, les difficultés d'être compris par les médecins et tout dans les conséquences. Puis l'aide sociale, c'est 2 exemples. Là, je veux dire, je ne parlerai pas de l'IVAC, mais tu sais, le travail fort à s'améliorer, puis c'est bien, là, mais c'est pas demain la veille que ça va être super adapté. Fait que c'est comme si toutes les ressources gouvernementales, médicales, tout ça n'était pas super adapté parce que ça fait pas longtemps que c'est considéré comme une violence, tu sais. Puis il y a encore beaucoup de mythes qui perdurent et tout. Fait que c'est sûr que si ton médecin est un client abuseur ou pense que c'est ton choix, ben tu sais, il va peut-être pas considérer que vu que tu as été là-dedans, tu es traumatisé, tu sais. Comme, tu sais, je me dis, une femme qui a vécu de la violence conjugale puis qui est à l'aise d'en parler, ça va être de plus en plus pris en considération, tu sais. Tu te ramasses dans une ressource pour femmes violentées, ça va être plus rapide pour que tu aies tes prestations gouvernementales XYZ. L'école va s'adapter, tout va s'adapter, mais en exploitation sexuelle, on n'est pas là du tout encore. Là, fait que c'est beaucoup d'obstacles systémiques, plus tous les obstacles que tu vis. Là. Les femmes ont peur de sortir de chez eux, ils ont peur de croiser des clients. Il y en a qui développent des problèmes physiques. Là. En Abitibi, c'est sûr aussi. Là, on le voit, là, c'est des petits milieux. Moi, j'ai des femmes qu'on a accompagnées. On a fini par faire un CV, mais le CV, il y a beaucoup de trous dedans. Puis il y a des compétences que, tu sais, les femmes... Puis, tu sais, les femmes, souvent, elles vont dans l'intervention, tu vas leur demander qu'est-ce que tu aimes faire? Tu sais, dans un CV, on veut mettre des hobbies. Mais je sais pas ce que j'aime, je sais pas, je me connais, je sais pas. Elles se connaissent pas, elles se sont identifiées uniquement à ça. Tu sais, moi, j'ai des femmes qui ont été agressées à l'enfance, là, qui ont des souvenirs à partir de 2 ans, des agressions, etc. Tout a été comme modelé dans leur vie pour mon identité à moi, c'est que je suis marchandable. Fait que, tu sais, quand ils arrivent au travail, tu sais, puis là, on va essayer de faire le CV, c'est compliqué, il y a plein de trous dedans, puis c'est vrai que ça s'explique pas nécessairement bien.
Puis tu vas pas aller dire à ton employeur non plus, ben c'est ça que je faisais, tu sais. Fait que là, tu vas pas nécessairement avoir ça. Puis là, une fois que tu vas porter des CV à plusieurs endroits, ben la femme, elle devient tout mal. Puis là, tu comprends que c'est parce que, dans le fond, elle vient de donner son CV à un ancien client. Là, c'est petit, c'est tout petit, là, tu sais. Là, tu n'as pas nécessairement une grande scolarisation. Fait que là, tu vas aller dans un emploi qui ne demande pas d'études. Fait que t'es serveuse, t'es caissière. Mais là, ça veut dire que t'es au service au public. Puis là, tu recroises des clients avec leurs blondes, avec leurs enfants, dans des moments qui sont super malaisants. C'est pas super agréable non plus. Tantôt, on parlait d'aide sociale, mais c'est pas vrai là, qu'avec 650 $, 700 $ que tu peux vivre. Nous, on est dans une région ressource où les salaires sont vraiment plus hauts qu'en général. Ce qui fait qu'on dirait que les propriétaires pensent que tout le monde fait 100 000 par année, ce qui fait que les loyers sont excessivement chers. Ouais, 600 $, c'est à peine le prix d'un 2,5 $. Bien, les chambres à louer à Val-d'Or sont ça à peu près 550, 600 $ par mois. Fait que ton chèque au complet passe là, mais tu ne manges pas encore. Fait qu'est-ce que tu es supposé faire pour survivre? Fait que il y a de ça. Après ça, les gens, comme nous, on est allés aussi là, faire des accompagnements à l'aide sociale, puis l'agente, elle m'a dit, tu serais mieux de ne pas l'accompagner, les femmes, là. Là, on le sait là, que tu travailles auprès des femmes en prostitution. Nous, quand on va te voir avec une femme, on va enquêter, là, parce qu'elle a des revenus, tu sais. Elle a des revenus qu'elle n'est pas censée faire. Puis là, j'étais comme, mais oui, mais elle a, tu sais, je veux dire, c'est un changement de vie qu'elle veut faire, là. Mais elle dit, ouais, mais tu sais, nous, on a des choses à appliquer, on a des règles à appliquer. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, elle était comme, elle a-tu déclaré ses revenus? Tu sais, elle a-tu déclaré ses revenus, tout ça? Puis là, j'étais comme, mais comment tu peux déclarer tes revenus de ça, là? Oui, c'est ça. En tout cas, fait que, c'est comme, il y a tellement de petites choses. Les femmes, souvent, comme moi, j'ai des femmes là, que je vois régulièrement qui... là, je dis j'ai des femmes, c'est comme si c'était à moi, mais elles ne sont pas à moi. Là, je fais ça. Mais tu sais, je côtoie des femmes qui ont 5, 6, 7 suivis différents dans différents organismes parce que c'est des femmes qui ont beaucoup de besoins différents. Fait qu'il y a comme de la toxicomanie, de la santé mentale, ça peut être de la violence conjugale, ça peut être le fait qu'elles sont autochtones puis elles vont au centre d'amitié autochtone, ça peut être un centre de jour aussi. Fait qu'ils ont tellement de monde dans leur dossier, puis on va pas tout à la même place. Puis avoir un suivi psychosocial, ça peut être rochant. Mais là, quand t'en as 5 à amener, là, parce que tout le monde a leurs objectifs là, pour toi, là, parce que ces femmes-là, parce que là, je sais pas si vous allez être d'accord avec ça, là, mais on dirait que tout le monde les veut un peu dans leur organisme parce que c'est des belles stats. Ouais. Tu sais, c'est triste de même, là. Mais c'est vraiment mais tu sais, vrai. fait que là, c'est comme, mais non, c'est moi qui m'occupe de ça. Non, c'est moi qui m'occupe de ça. Puis là, t'es comme, ouais, mais OK, mais c'est parce que là, elle a énormément de suivi, puis c'est vraiment difficile à s'organiser. Ah, des fois, elle a la protection de la jeunesse. Des fois, elle a comme beaucoup de choses. Fait que t'es comme, attends un peu, là. Tu sais, fait que là, tu veux sortir de la prostitution, mais des fois, c'est plus facile de t'arranger tout seul que d'avoir tout ce monde-là autour de toi. Tous les préjugés, les mythes auxquels elles font face, nous, on va pas le cacher, là, les femmes, elles vivent énormément de racisme. Je veux dire, on arrive dans certains services, c'est comme, oh non, pas encore toi. Les femmes autochtones sont toujours en crise suicidaire. Il y a des choses. C'est juste ces femmes-là qui se prostituent. Je veux dire, il y a des mots qui font vraiment mal aussi là, pour certaines femmes. Fait que c'est comme, elles font face tout le temps à ça. J'ai vécu des accompagnements où ce que je me dis, tu sais, ces femmes-là, elles ont vécu de la violence, des agressions. Même si moi, j'étais là comme intervenante qui les accompagnait, ça n'a pas empêché le médecin d'avoir des comportements qui étaient inadéquats, des questions qui sont inadéquates. Les gens sont curieux puis veulent savoir c'est quand la dernière fois que tu as fait un client, c'est quand que... Puis là, t'es comme, mais t'as pas besoin de savoir ça, c'est pas pertinent, tu sais. C'est comme si elles sont vraiment chosifiées, tant qu'à moi, là, tu sais. Puis après ça, c'est dur d'avoir confiance dans le système. C'est dur d'avoir envie de dire, genre, moi, je peux m'en sortir puis je peux faire quelque chose. Puis ça fait longtemps qu'on te dit que t'arriveras à rien de toute façon. Non, c'est ça. C'est comme adhérer. Mettons qu'on le prend juste de base. Tu enlèves toutes les conséquences directes sur ta santé, ton CV, tout ça. Là. C'est des violences qui t'ont amené là-dedans la majorité du temps. Là. C'est des femmes qui ont été violées puis qui se sont dit, tant qu'à me faire violer gratuitement à répétition par mon père, je vais me pousser d'ici puis je vais être payée pour... je vais coucher avec des hommes qui ne me tentent pas, mais au moins, je vais être payée puis ils vont peut-être bien me traiter. C'est un exemple où, genre, OK, j'ai vécu de la violence conjugale, je me suis poussée, je suis donc bien pauvre, je suis tannée, je vais faire ça, je vais être payée, tu sais. Puis là, les femmes voient juste, je vais être payée, ils ne voient pas la continuation de la violence là-dedans, mais, tu sais, c'est des violences souvent soit systémiques, soit familiales, soit conjugales, soit sexuelles, soit tout ça à la fois, qui les ont amenés là-dedans. Fait que là, ils sont arrivés là-dedans avec déjà ces conséquences-là, tu sais. Là, ils en ont vécu d'autres, tu sais, en étant dans ce milieu-là. Là, ils ont les conséquences de la violence qui les a amenés là-dedans. Là, il y a d'autres violences qui subissent là-dedans. Là, ils ont
ces conséquences-là qui s'ajoutent aux autres. Puis là, ils veulent en sortir, puis ils subissent encore de la violence systémique. Puis encore, des fois, il y a des femmes qui disent en être sorties, puis qui pensent en être sorties, mais dans les faits, sont comme le sugar baby d'un homme qui a la fait que c'est moins pire, mais ça reste... C'est comme si tu passais d'une violence à une autre, puis les conséquences s'accumulent. Puis les gens comprennent pas ça. Fait que des fois, il y en a qui continuent d'être comme violents sans s'en rendre compte. Là, Les préjugés sont très forts, je pense. Là. C'est comme s'il y a des services. La méconnaissance puis le manque de services, là, c'est vraiment les obstacles les plus... Puis tu sais, c'est plate quand, Mélanie, tu dis que tu as déjà accompagné une femme parce que c'est ça ton rôle, c'est ça ton travail, puis que ta présence joue contre cette femme-là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme si notre système est vraiment pas fait pour aider ces femmes-là à s'en sortir parce qu'on les revictimise, puis ben là, tu n'as pas déclaré ce que tu as gagné. Non, exactement. Ça n'a pas de bon sens. Puis je pense qu'on ne comprend pas non plus. Là, c'est ça. On ne comprend pas nécessairement toutes les formes non plus de prostitution qui existent, là, de façon de... Tu sais, je sais pas combien de femmes que j'ai rencontrées qui ont payé les dettes de drogue de leur chum. C'est sûr qu'ils sont dans le party, c'est le fun. Le gars était comme, je vais te payer la coke, il n'y a pas de problème. Tu sais, mais à la fin de la soirée, finalement, c'est elle qui le paye, mais avec son cul, finalement. Là, c'est ça, une femme qui a son loyer gratuit, mais dans les fêtes, il faut qu'elle couche avec le proprio chaque semaine, tu sais. Des femmes qui ne voulaient pas perdre la garde de leurs enfants, puis voulaient absolument avoir de la nourriture dans le frigo, vont coucher avec le voisin parce que ça... Tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui offre leur aide, mais on s'entend là, que c'est vraiment pas leur aide. Là, est-ce que c'est plus ce genre de prostitution-là qu'on va voir en Abitibi? Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que ça n'existe pas parce qu'ils la voient pas. Tu sais, de la prostitution de rue, on veut pas la voir. On veut pas la voir, moi, je pense, parce que tape escorte Val-d'Or, tape escorte Amos dans Google, ça va te sortir. Là. Oui, c'est directement, puis tu vas voir le corps de la fille, tu vas voir. Ça existe, là. C'est facile à ce niveau-là. Je sais pas si je devrais le dire parce que, genre... les clients le savent. Les clients le savent. C'est peut-être parce que j'ai jamais fait de recherche, puis j'étais un peu naïve. Mais... Non, mais c'est ça. Il y a des groupes privés, Facebook, qui existent. Tu peux coter les femmes, là. Ouais, elle a un super beau cul, mais elle french vraiment mais présentement, en Abitibi, il y a une page Facebook qui existe qui dit, mettons... là, on dénonce ça, là. Qu'il y a des clients dessus, puis là, les filles peuvent aller s'annoncer là, puis les gars vont réserver leur fille par rapport à cette page-là, qui est privée, que, tu sais, on va la chercher, on la trouvera pas, toi puis moi, mais que le conjoint, en tout cas, le chum d'une fille là, qui travaille au Calax là, avait eu une invitation pour y participer, puis il était comme « What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? » Mais on était comme « Ah, OK, ça existe. » Mais ça, c'est comme plus structuré. Il y a des filles qui viennent de Montréal régulièrement, qui viennent passer du temps ici. Mais tu sais, sinon, de la pauvreté, il y en a beaucoup. Ça va être de la prostitution de survie. Beaucoup de survie, de la prostitution des jeunes filles qui vont fuguer, qui vont vouloir avoir un logement, une place où rester, etc. On en voit aussi. On va voir... On a vu... moi, j'ai côtoyé... J'ai vu quelques fois des recruteurs de gangs de rue venir à Val-d'Or. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, ou en tout cas, j'imagine que oui. Mais en tout cas, il y a du recrutement qui se fait, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu as sûrement observé ça, toi aussi, là, parce que moi, je travaille auprès de femmes dans différentes régions, puis différentes structures municipales, là, je sais pas si on peut dire ça. Puis, tu sais, ce que j'observe beaucoup, c'est que c'est rare qu'une femme fait juste une forme de prostitution. C'est sûr. Je veux dire, tu commences par être modèle photo, puis là, il y a quelqu'un qui voit tes photos, qui harcèle, mettons, qui a besoin d'être harcelé. Le photographe, ou qui paye le photographe pour avoir ton numéro de téléphone, il finit par te rejoindre. Là, tu fais comme, OK, tu sais, je ne vais pas faire de complet, mais mon Dieu, il me paye donc bien, tu sais. Là, un coup, tu as sauté ce step-là, tu peux en faire d'autres. Ça veut pas dire que tu vas pas continuer de te faire photographier une fois par semaine par lui qui va faire donc bien de l'argent avec tes photos, tu sais. Puis après ça, ben là, tant qu'à être là, je veux dire... tu sais, je connais des femmes, quand sont menstruées, ils font juste des massages, puis pour ça, ils vont chez les clients, mais sinon, ils sont avec une agence d'escorte. Là, ils se tannent de l'agence d'escorte, ben là, ils décident de... Je sais pas, d'aller danser. La webcam que tu disais tantôt. Ouais, c'est ça. Puis là, OnlyFans, qui est de plus en plus présent. C'est rare que les femmes font juste une forme, tu sais, puis il y en a beaucoup qui sautent de, ben là, quand je fais ça comme ça, je me sens en danger, fait que je vais essayer de telle façon. Mais là, de telle façon, je me sens pas en danger, mais c'est pas assez payant. Tu sais, il y a beaucoup de, aussi, viens faire de la webcam pour nous, tu vas faire plein d'argent. Puis ils savent très bien que les filles feront pas tant d'argent que ça, puis ils attendent juste que la femme s'en rende compte pour faire, OK, c'est vrai, oui, t'as raison, t'as pas réussi.
toujours la faute de la femme. Tu Tout le temps. n'as pas réussi à faire assez d'argent, mais je pense que, tu sais, je t'ai vu aller tout. Je pense que si tu acceptais de venir danser, puis justement, on a une plug avec une. Tu sais, il y a toujours, c'est un petit milieu vicieux, tellement. C'est une industrie, tu sais. Mais on voit beaucoup de monde aussi, là, de plus en plus, là, tu sais, des filles qui vont s'auto. Tu sais, avec le Snapchat payant, avec Instagram payant, avec ci, avec ça, qui essayent vraiment comme plein de plateformes différentes aussi là, pour vendre leur contenu. Mais eux autres, il y a toujours, tu sais, immanquablement, ils finissent par se faire harceler par des recruteurs, là. Moi, j'étais à mon compte, puis je voulais rien savoir de donner mon argent à qui que ce soit. À qui que ce soit, c'est ça. Fait, mais tu sais, il fallait que je change de nom, fallait que je change de ville, fallait que, à la fin, c'était rendu que je paranoïais parce qu'ils voulaient tous me recruter, je voulais rien savoir, puis je commençais à avoir des petites menaces subtiles. Oui, ils n'aiment pas ça quand ils sont autonomes, hein? Non, t'as juste pas le droit dans certaines places d'être autonome, là, puis il y a toujours quelqu'un, tu sais, j'ai tendance à dire, là où il y a des personnes vulnérables, il y a des requins, là. Puis, tu sais, juste par rapport, on en a parlé un peu de OnlyFans, c'est très présent. J'ai l'impression que ça a eu un essor assez important dans la dernière année, surtout avec la pandémie. Puis moi, ce que je voyais beaucoup dans les commentaires, c'est « Ah, ben tant mieux, tu sais, les femmes, elles restent chez elles, elles sont indépendantes, puis c'est moins dangereux pour elles. » Mais j'ai l'impression qu'il y a un envers à cette médaille-là. Mais c'est juste un pied dans l'industrie, tu sais. Puis si la fille fait pas tant d'argent qu'elle s'est attendue à faire en écoutant l'autre qui en a fait 60 000 ou même... tu sais, la fille, elle s'attend à faire 10 000 par mois. Finalement, elle a fait... 300 piastres. 300 piastres, mais ça se peut qu'elle aille loader sa carte de crédit pensant que ça serait donc... Tu sais, là, après ça, c'est rendu bien trop facile. Là, puis les recruteurs, les pimps, ils savent tout ça. Là. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est comme se mettre à risque complètement de faire ça. Là. Parce que toute la sollicitation aussi, là, je veux dire, pour les filles qui en font, même en Abitibi-Témiscamingue, là, tu marches dans la rue, tu te fais solliciter. En fait, tu sais, pour vrai, pour certaines femmes que j'ai côtoyées, puis même moi, là, parce que j'ai des traits autochtones, mais même si je suis pas autochtone, j'ai des traits, puis tu sais, je veux dire, je me fais arrêter dans la rue en me disant genre, « Hey, toi, t'es autochtone, tu sais, tu sais, 20 piastres une pipe, là, tu es comme, ben non, là, mais je suis pas autochtone, mais tu sais, même si je travaille au Calax. Même si je l'étais, là, je te sucerais pas, là, tu sais, je veux dire, mais tu sais, ça reste quand même que c'est comme, les clients, les hommes se sentent bien légitimes. Ouais. Puis je pense que c'est peut-être là un des problèmes, là, c'est que tu te sens bien légitime d'aborder une inconnue dans la rue puis de demander. Ouais. À partir du temps que là, tu t'es exposé. C'est ça, aux places où le monde serait peut-être moins à l'aise de le faire, mais on s'entend que sur une plateforme comme OnlyFans, les hommes n'ont aucun problème à faire. Là, surtout à travers un écran, on dirait qu'il y a encore moins de... C'est pas comme si c'était une vraie personne que tu as devant toi. Là. C'est comme... Je sais pas. Mais ça amène un changement dans notre société, c'est sûr. Puis, tu sais, on s'entend que quelqu'un peut dire non, je veux rien savoir, mais la journée où elle va avoir un besoin financier X, Y, Z qui vient d'apparaître, puis qu'un client va être quand même cute, puis potentiellement tentant, que ça serait son genre, tu sais, ça commence souvent comme ça, là, tu sais. Oui, les limites sont franchies une à l'autre, là. Tu t'es mis des limites, puis en général, tu les as à peu près toutes dépassées, là, au final. On a parlé plein d'affaires, là, je trouve ça full intéressant. On dirait que je continuerai encore, mais le temps file vraiment beaucoup. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, là, on a démystifié quand même plein d'affaires. Je pense que, en tout cas, celles et ceux qui ne comprenaient pas nécessairement l'approche abolitionniste vont plus la comprendre. Je pense qu'on a réussi aussi à mettre en lumière que c'est pas facile de sortir de cette industrie-là, puis que c'est pas parce qu'on est dans un petit milieu comme l'Abitibi que ça n'existe pas. Il y a des services qui existent, malgré qu'il en manque, là. Mais j'aimerais ça, en finissant peut-être, qu'on parle de services, parce que les deux, vous travaillez dans des organismes qui viennent en aide de près ou de loin avec ces femmes-là. Fait que j'aimerais ça que vous nommiez un peu les services qui existent, puis comment, tu sais, s'il y en a qui écoutent puis qui aimeraient ça vous rejoindre ou qui ont des questions ou... Bien, c'est ça. La majorité des Calax là, qui offrent des services, peu importe la région, il y a des Calax un peu partout qui offrent des services puis qui savent vous référer aux besoins. Puis sinon, c'est ça. Le CAF, on fait surtout de l'écoute téléphonique, référence, défense de droit. On est plus là-dedans que dans première ligne. Puis on met des femmes en lien aussi entre elles, là, quand il y a des histoires semblables ou qui peuvent se soutenir. Et puis la sortie, on est en train de développer les services à Québec. Puis c'est le même numéro que le CAF. Fait que s'il y a des femmes qui ont besoin d'aide, peu importe la région, dans le cadre de la mission du CAF ou
comme d'être plus précise, première ligne, rapide, urgence, dans le coin de Québec et environ, ou qui voudraient s'en aller dans ce coin-là, c'est au 581-989-1292. Et puis, sinon, honnêtement, dans le coin de Montréal, j'ai pas ma carte là, j'ai pas le numéro par cœur, mais tu sais, en tapant la sortie de Way Out, pas de H, sur Internet, tu peux trouver quand même facilement. Là. Puis il y a la clé à Montréal, comme plus au centre-ville, là, qui est vraiment... qui aide aussi, là, c'est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, la clé. C'est assez facile à trouver. Je vais tout ajouter de toute manière, les coordonnées à la fin puis dans la description, là, parce que c'est dur de toutes les savoir par cœur aussi. Là. Mais puis toi, Mélanie, en Abitibi, si on veut te rejoindre. En Abitibi, Témiscamingue, c'est évidemment tous les Calax. On a la chance dans notre région d'en avoir un par MRC. Fait que ça, c'est vraiment cool. Pour ma part, moi, je fonctionne mieux avec mon téléphone cellulaire parce que les femmes me textent beaucoup. Fait que c'est le 819-527-7099. Sinon, c'est sûr que nous, comme à Val-d'Or, là, les femmes vont régulièrement voir le PPCMA, le poste de police communautaire mixte autochtone, qui vont nous les mettre qui vont nous mettre en contact. Ça va bien. C'est une belle initiative, puis je trouve que c'est un bon service. Sinon, évidemment, par les maisons d'hébergement en violence conjugale, certaines femmes, on a reçu beaucoup de références de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement vous donner des services, mais ils peuvent facilement te référer vers la personne qui va... Sinon, j'ai pas nommé le numéro du Calax de Val-d'Or, mais c'est le 819-825-6968. Je vais aussi le mettre dans la description. C'est bon. Puis, sinon, j'ai fait un bon bout de temps du travail de rue. Puis je sais que les travailleurs de rue en Abitibi-Témiscamingue, c'est une bonne porte d'entrée aussi là, pour pouvoir nous référer là, vers les services, dans le fond, comme nous. Là. Mais en fait, comme je disais tantôt, les femmes rencontrent une dizaine d'intervenants régulièrement. Fait que, c'est pas compliqué. Tu pourrais même appeler au CLSC, puis ils pourraient nous référer vers nous. Là. Ça va bien. C'est un peu comme ça aussi, de façon générale, là, les institutions, quand ils ne savent pas trop quoi faire. Là, nous autres, dans la dernière année au CAF, on a eu plus d'appels par des intervenants que par des femmes directement. Ça enlève les femmes qui ont déjà comme un suivi depuis longtemps. Là. Ben, tant mieux, ça veut dire que peut-être les intervenants commencent à mieux connaître aussi les ressources qui existent. Fait que ça, on va en profiter. Je vais tout mettre, comme j'ai dit, les coordonnées de ces organismes-là que vous avez nommés. Merci d'avoir participé à... Je pense qu'on aurait pu faire un autre 1 heure parce que ça passe vraiment vite. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, si vous avez écouté le podcast, ça vous a fait vivre des émotions ou vous avez des questions, vous avez besoin d'en parler. Comme j'ai dit, les coordonnées vont être dans la barre de description. Vous pouvez aussi communiquer directement avec moi au Calax Abitibi. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez continuer de vous abonner à notre page Facebook ou à notre page Instagram Calax Abitibi et à notre chaîne YouTube qui est aussi Calax Abitibi. Et sur ce, merci de nous avoir écoutés puis on va se voir dans un prochain épisode. Bye tout le monde!